Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérique à Télévision. D'abord les titres, un dimanche de sport, le tout-puissant Mazembe sacré champion de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Corbeaux ont battu cet après-midi à Lubumbashi le club Mobejaï d'Algérie sur le score de 4 buts à 1. À la Commission électorale nationale indépendante, le président Corneille Nangaa poursuit avec la sensibilisation après la province de Haut-Lomami. La délégation de la CENI conduite par son président a sensibilisé les forces vives de Kalemi. Image à suivre dans cette édition. Merci de suivre ce journal dominical qui reçoit deux invités. D'abord, Franck Kitenge. Il est auteur, il vient nous parler de sa dernière publication, Congo Biographie. Ensuite, nous recevrons Ferdinand Kambere, cadre du PPRD, ancien député national élu de Butembo dans le Nord Kivu, ancien ministre des Affaires sociales. Franck Kitenge, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. D'abord, un dimanche de sport. Petite question, un petit commentaire sur la victoire de Mazembe. Je suis très satisfait d'abord en tant que Congolais de constater que le tout-puissant Mazembe a été sacré aujourd'hui par 4 buts contre 1 contre le Mouloudia Beija d'Algérie qui avait reçu le tout-puissant Mazembe il y a quelques jours. Et aujourd'hui, un club congolais est une fois de plus sacré champion de la Coupe de la Confédération. C'est un plaisir, mais également c'est un appel à la satisfaction nationale. Sans pour autant y mettre un peu du politique dans cela, parce que moi je pense que le tout, c'est le Congo qui a gagné, et c'est le tout-puissant Mazembe qui nous a offert cette coupe-là. Et ce journal s'ouvre par le sport. Le TP Mazembe sacré champion de la deuxième édition de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Corbeaux de Lubumbashi ont battu cet après-midi, je vous le disais en ouverture, le club Mobejaï d'Algérie sur le score de 4 buts à 1. C'était en finale. Retour de cette compétition qui s'est jouée dans la capitale cuprifère. En tout, le TP Mazembe compte 7 titres continentaux. Cette victoire permet à Mazembe de jouer en février 2017 la Super Coupe d'Afrique contre Mamelodi Sundowns à Pretoria en Afrique du Sud. Au championnat national dans la zone ouest, la rencontre entre l'ASV Club et Shark 11 s'est soldée par un nul vierge de 0 but partout. C'était au stade des Martyrs de la Pentecôte. La Commission électorale nationale indépendante poursuit avec l'opération de sensibilisation des électeurs sur la révision du fichier électoral. La délégation de cette institution séjourne depuis avant-hier dans le Grand Katanga. Après la province de Haut-Lomami, direction le Tanganyika. Corneille Nangaa a sensibilisé là-bas les forces vives de Kalemi sur la révision du fichier électoral. Je vous propose de suivre ce commentaire de nos confrères de la CENI. C'est pour rendre effectif le déploiement des kits électoraux dans la province du Tanganyika que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Ebelo, s'est personnellement rendu à Kalemi ce samedi 5 novembre 2016. Sur place, le gouverneur de province, Richard Ngoyi Kitangala, lui a réservé un accueil chaleureux. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a livré à la presse l'objet de sa mission. Et nous sommes là donc pour lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par le déploiement de matériel. Sensibiliser les autorités provinciales, mais en même temps étudier avec le secrétaire exécutif provincial les mécanismes de déploiement dans tous les territoires de la province de Tanganyika. Le tout aussi pour mobiliser la population, parce que comme je l'ai dit partout, l'enrôlement des électeurs est une compétition entre provinces, entre territoires, entre villes, entre circonscriptions. Quelques minutes après, la délégation a été reçue en audience au gouvernorat de province. La réunion du comité provincial de sécurité s'est tenue quelques instants plus tard dans le cadre du Beach Hôtel Moussalala. Les stratégies pour sécuriser le processus d'enrôlement dans cette partie du territoire et la pacification de ces coins de la République ont été évoquées. En tout, ce sont un peu plus de 1 367 000
296 électeurs qui sont attendus et doivent être enrôlés par 2104 agents dans cette province, dans les territoires de Kabalo, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzo. La mobilisation doit être de mise. C'est le message frappant du président de la Commission électorale nationale indépendante lors du cadre de concertation qu'il a tenu dans le même cadre de Beach Moussalala avec les forces vives de la nation, représentant la société civile, les partis politiques et bien d'autres associations. Franck Kitenge, Congo Biographie, institution et entité congolaise biographie des animateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler en gros, qu'est-ce qui est retracé dans cet ouvrage? Oui, je dois dire que dans cet ouvrage, j'ai pris la modeste initiative de pouvoir parler des animateurs, des institutions. Et cette fois-là, je suis focalisé sur les députés nationaux, mais spécialement sur quelques députés de Kinshasa aussi, de l'Assemblée provinciale de la ville de province de Kinshasa. Pourquoi cet ouvrage? Je pense qu'il était important pour moi de contribuer à vulgariser le travail que fait non seulement l'Assemblée nationale, mais également les élus nationaux. Qui sont-ils? C'est ainsi que j'ai parcouru les CV de tout un chacun. J'ai ici... les élus nationaux, il y en a 500 depuis... Oui. 2006 non, de 2011 à 2016, donc la législature en cours. La législature en cours. Oui. Et donc vous prenez tous ces députés, mais pour quel objectif? Est-ce que vous prenez ceux qui produisent un peu dans le cadre des propositions des lois, ceux qui interviennent un peu plus souvent dans les plénières, ou vous prenez même les députés entre guillemets inactifs? Je me suis dit qu'à chaque moment de la vie d'une nation culturelle, tellement qu'il y a des années, il était conseiller au ministère de l'économie. Informations à retenir de la semaine écoulée dans une compilation de nos équipes de la rédaction. D'abord, le lundi, Adolphe Mouzito n'avait pas signé l'accord politique. Le lundi passé, l'ancien Premier ministre s'était justifié dans sa 13e tribune et le député national avait conféré avec les Kinois à travers ce qu'il appelle, lui, dialogue vertical en Passa dans la commune de Lantsele. Et le même jour, cette fois, la restitution de Koko Nyangi, secrétaire général adjoint de la MP à la communauté Rega vivant à Kinshasa. Il invitait ses pairs à soutenir l'accord politique qui ne viole en rien la loi fondamentale de la RDC. Le condensé dans ce reportage. Loin des décibels des quartiers chauds de Kinshasa, c'est dans la commune de Lantsele qu'Adolphe Mouzito a pris l'habitude de rencontrer les Kinois dans le cadre du dialogue vertical. Un moment d'échange avec la base. Pour ce dimanche, l'ancien Premier ministre a expliqué le pourquoi de sa non-signature de l'accord politique issu du dialogue politique national inclusif. Au-delà de la rumeur et de la spéculation, l'élu de Kikwit apporte son point de vue. Et pour que son message atteigne tous les Congolais, il s'adresse en lingala. Préciser que la signalité, pour la d'accord. D'abord, c'est injurieux pour le pays. Il y a un accord, a marqué des accords, et je ne combats pas l'accord. Au contraire, je demande qu'il va améliorer encore avec rapport Yabaninga Moussous. Il ne s'agit pas pour le député de Kikwit de combattre l'accord. Pour lui, un deuxième round doit absolument être organisé, cette fois pour inclure le rassemblement. Parce que le vous allez ça la minorité. Kabila, président Kabila, il était sans mandat, mais Azali déjà il faut y avoir une responsabilité pour ça que baninga wana ou bazon sale pression afungwa manga bango tout yukana tout solo les sika mobuto kende pour les ambo kanga ni ya peuple katika lidingo wana kuzwa légitimité il faut sangana na baninga asala au peuple dans la majorité za wolinga ce qui a politique avec l'accord des autres c'est le plus important ceux qui bisonyo sotolobi le bamoko peuple ko yuka. Mais ce que Kabouani en tant qu'élite, peut-être toujours na kanda parce que pour Kabouani Nabiso, ils ont bloqué à venir. Prochain dialogue vertical après la publication de la 14e tribune.
Ils ont reçu mandat de vulgariser l'accord politique signé le 18 octobre dernier. Ce sont les participants au dialogue politique national inclusif. Ce dimanche, Koko Nyangi, délégué au dialogue, ainsi que les députés et sénateurs du Maniema ont réuni la communauté Rega de leur province vivant à Kinshasa pour une séance de restitution. Il fallait expliquer à cette population Lega qui constitue quand même 26% de la population congolaise, expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas, pourquoi il y avait dialogue, quelles sont les résolutions qui ont été prises là-bas et à quoi ils peuvent s'attendre. Nous avons parlé dès le début de la genèse du problème, nous avons parlé de ce qu'on a discuté au comité préparatoire. Je viens de leur expliquer de quoi on a parlé au dialogue, fichier électoral, calendrier électoral, séquence des élections, ainsi de suite. Et nous avons parlé de ce que la majorité a perdu au nom de la paix dans notre pays. Le peuple Lega est derrière les résolutions du dialogue global et inclusif. Le peuple Lega, c'est 5% environ de la population congolaise. Et comme ce dialogue s'inscrit dans la culture Lega, qui est une culture de dialogue devant tout problème qui se pose, nous ne pouvons que féliciter d'abord le chef de l'État pour l'initiative heureuse qu'il avait prise. Les Lega ont pensé qu'il est bon qu'il y ait une restitution, on pourrait dire, essentielle ou officielle des travaux du dialogue politique inclusif qui s'est tenu dans notre pays. Pour permettre à chacun d'avoir une maîtrise parfaite de l'accord, un exemplaire a été remis à chacun. Après Kinshasa, le secrétaire général adjoint de la MP promet de faire le tour du Maniema. Maître Ferdinand Cambéré, bonsoir. Oui, bonsoir. Je le disais tout à l'heure que nous recevons deux invités. Ferdinand Cambéré, cadre du PPRD, ministre honoraire des Affaires sociales et ancien député élu de Butembo. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, on va évoquer donc les tractations pour la formation du gouvernement, mais également ce deuxième dialogue qui ne dit pas son nom entre le Rassemblement et la majorité. Doit-on se mettre à la tête l'esprit, l'idée qu'il se tient un deuxième dialogue puisque la SENCO s'implique? Ok, je crois que je dois encore vous dire merci pour avoir pensé à nous. Sur la question de l'implication de la SENCO, nous ne pouvons que nous féliciter que la SENCO s'implique dans l'arrondissement des angles qui ont failli naître. Et bien sûr que pour la SENCO, nous demandons un certain retrait de lui-même, parce qu'à un moment donné, il avait été presque parti. Et que donc maintenant qu'il prend la neutralité, il faut que ce soit alors la neutralité la plus totale pour rester au milieu du village. Donc nous ne pouvons que saluer ce travail-là. Il est salué par nombreux. Notre souci, comme vous le voyez, c'était que comme il y a déjà l'accord, et que l'accord a une clause d'ouverture par rapport à ceux qui n'ont pas participé, et que les matières qui ont été traitées, c'était par rapport aux questions qui s'est posées sur la question du processus électoral, pour contrer une crise politico-électorale qui a failli naître. Est-ce que l'accord a résolu le problème? Ou le dialogue a résolu le problème? L'accord a résolu le problème parce qu'il fallait que les Congolais se mettent ensemble. Vous voyez, il y a des savants, par exemple en éthique politique de la démocratie et de la bonne gouvernance, comme le professeur Ngoma Binda, qui ont écrit déjà depuis des années, par exemple, qu'un jeu dialectique entre la majorité et l'opposition a toujours été un test, une occasion pour évaluer la démocratie qu'on a, pour empêcher qu'une démocratie s'auto-suffise à lui-même. La démocratie s'évalue toujours selon les parcours
pour éviter que cette démocratie ne s'évanouisse. On va évoquer ça tout à l'heure, le temps pour nous de prendre quelques éléments du journal. Mardi, mesdames et messieurs, rappelez-vous, quelques personnalités du rassemblement ont signé l'accord politique, en tête Willy Michiki. Et ce même mardi, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a eu une séance de travail avec la MONUSCO. Retour sur image. C'est depuis avant-hier dans la matinée que l'information a fuité. Ce mardi, c'est chose concrète. 14 personnalités du rassemblement, dont Willy Michiki, en tête, apportent leur soutien et leur approbation à l'accord politique issu du dialogue. Vous savez, comme on est là, d'abord on a l'appui de l'IDPS, ça je dois le dire, hein, mais peut-être pas tous, il y en a que les vautours ont pu acheter par-ci par-là. Mais comme nous sommes là, nous sommes 63 partis politiques et regroupements. Donc c'est la majorité. Nous représentons environ 75 et 76% d'après les calculs qu'on a fait du rassemblement en tant que force politique. En principe, à partir d'aujourd'hui, Tshisekedi ne peut plus demander un autre dialogue. Pour le président de l'UNANA, Tshisekedi serait pris en otage par des opposants venus à la blanchisserie. Nous avons été animés par ces soucis-là du patriotisme, de l'amour de la patrie. Nous disons on ne peut pas hypothéquer la vie de toute une nation à cause des intérêts des individus. Nous réitérons notre soutien à M. Tshisekedi, qui malheureusement aujourd'hui est pris en otage par certains vautours à la recherche du pouvoir, même pas les uns. C'est pourquoi aujourd'hui nous rassurons les Congolais que toutes ces dates fatidiques, le 19 novembre, le 19 décembre, vont devenir des journées normales. Aussitôt signé, aussitôt il revendique la primature. Nous avons eu à négocier avec les amis. Nous avons trouvé un compromis. La primature ne reviendra pas seulement à l'opposition, mais reviendra à la fille mère de l'opposition, la fille aînée. Willy Michiki a annoncé que la série des signatures de l'accord par les membres du rassemblement va continuer. À la Commission électorale nationale indépendante, c'est la course contre la montre. Respecter les délais indiqués dans l'opération de révision du fichier électoral, c'est le cheval de bataille de l'équipe Nanga. Cette séance de travail avec la MONUSCO a permis de réactualiser la planification pour le déploiement des matériels. Il se fait que nous avons des dates repères. 31 juillet, il faut qu'on termine, qu'on ait les fichiers. Mais en même temps, nous nous avons donné comme objectif le 31 janvier qu'on ait fini avec le déploiement. À cela, nous comptons sur les moyens mis à la disposition de la CENI par le gouvernement, mais avec l'appui soutenu de la MONUSCO. Aujourd'hui, il était question d'activer les centres opérationnels intégrés, CENI, MONUSCO et PNUD, et c'est de cela qu'il était question pour réactualiser la planification et voir ce qui doit être fait avec les gens de Mission Support de Goma, qui est M. Guistry, et avec qui on a échangé sur tous les mécanismes nécessaires qui nous permettront d'avoir ces centres opérationnels dès demain. La MONUSCO se dit disponible à collaborer avec la CENI. Donc la MONUSCO se met entièrement à la disposition de la CENI de telle sorte que les objectifs soient tenus. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons déjà bien avancé. La première réunion est, je pense, extrêmement positive. Nous allons ensemble maintenant établir en permanence ce centre intégré de coordination. Avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Corneille Nangaa a parlé processus électoral. Ils ont évalué les besoins prioritaires afin de permettre à la Belgique d'apporter son appui. Et nous sommes là pour nous informer et pour fournir une assistance, pour échanger d'idées et voir ce que nous pouvons potentiellement contribuer, nous rendre compte de l'avancement des travaux et voir comment nous pouvons éventuellement contribuer au processus électoral dans cette très jeune démocratie. Petite question, Ferdinand Cambéré. On a suivi Willy Michiki conduire la délégation des quelques personnalités du rassemblement à aller signer l'accord politique. Et donc, les langues se sont déliées pour finalement attribuer cette signature à la corruption ou à la politique de débauchage
de la majorité présidentielle. Mais finalement, Rachel, qui est corrompu et qui ne l'est pas. Parce que d'autres disent que Tshisekedi ne vient pas, parce que lui aussi est tenu par quelques cagnottes qu'il a reçues des tiroirs, caisses de quelque part, ainsi de suite. Donc, si au Congo, nous ne croyons plus aux gens, je crois que Mikishiki, c'est un citoyen congolais qui a la lecture des faits politiques à ce moment. Et à sa place, je ferai la même chose. Je crois qu'il faut saluer cet acte du patriotisme. Il a montré l'exemple, parce que tous finiront par là, Rachel. Tous finiront par là. Même ceux qui demandent le deuxième round, même ceux qui demandent le deuxième dialogue. C'est pour ajouter quoi? Aujourd'hui, ce que la population attend, c'est le gouvernement. Ce n'est plus le dialogue. Parce que si vous lisez la matière qui a été attribuée au gouvernement pour réaliser la population attend le respect de la Constitution au soir du 19 décembre, que le président de la République démissionne, qu'il y ait ce gouvernement, ce régime spécial qui va conduire la nation congolaise. Mais cet article, vous l'avez dans la Constitution, où il est dit qu'à la date butoir, le chef de l'État doit démissionner. Cet article n'est pas dans la Constitution, qu'on cesse de tromper la population. En matière de procédure, pour tout celui qui a fait le droit, en matière de procédure, la matière des délais, il y a toujours les cas de force majeure qui est prévu. Toujours et toujours. Et si le constituant ne l'a pas prévu, ça veut dire que pour le constituant, c'était inimaginable. Voilà pourquoi le dialogue a été appelé, justement. À la date butoir et qu'il n'y ait pas des élections. Oui. Donc il fallait absolument trouver des mécanismes pour organiser les élections et non faire retarder la commission électorale nationale indépendante pour mais le maître des temps et des circonstances. De cas de force majeure. Le maître des temps et des circonstances. Il ne dépend pas de nous. Un cas de force majeure ne dépend pas de quelqu'un. Ça peut arriver que... Cas de force majeure, c'est le refus de financer la CENI. Je vais vous retrouver. Mercredi dernier, une longue période de rupture. Après une longue période de rupture, la force de la MONUSCO a repris la coopération avec les FARDC. L'accord signé au ministère de la Défense vise les actions conjointes entre les deux forces en vue de neutraliser les groupes armés encore actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'affaire BG Fibank et les révélations accablantes du journal belge Le Soir et le démenti de la Commission électorale nationale indépendante, le président de la CENI s'est expliqué devant la presse nationale et internationale à travers une conférence de presse. Corneille Nangaa a donc reconnu l'existence des deux comptes de la CENI logés à la BG Fibank, mais les conclusions du journal pour lui relèvent de l'intox. Coopération entre la FARDC et la MONUSCO au beau fixe. Le ministre de la Défense et les responsables de la mission onusienne en République démocratique du Congo renforcent leur collaboration en matière de sécurité après une longue période d'interruption et d'incompréhension. Un nouvel accord signé vendredi dernier relance des actions conjointes visant les groupes armés de l'Est de la RDC. Cet accord permettra aux deux forces de poursuivre la coopération qui avait déjà été initiée, mais aussi de rectifier, de corriger certaines imperfections ou en tout cas certains manquements qui ont été observés dans la mise en œuvre de cet accord-là. Mais pour résumer, cet accord portera sur trois aspects. Le premier aspect, c'est un appui logistique que la MONUSCO continuera, conformément à son mandat, à donner aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième appui, le deuxième aspect de cet accord, c'est un appui au combat, ça veut dire un appui tactique ou un appui feu que la MONUSCO apportera aux forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette coopération. Le troisième aspect, c'est l'appui au renseignement. Le renseignement, l'acquisition, la collecte, le traitement et l'exploitation de ces renseignements seront faits de part et d'autre par les deux composants et les expériences seront partagées. Le 2 octobre, c'est aussi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Au cours de la dernière décennie, ce sont plus de 800 journalistes qui ont été tués pour avoir voulu couvrir des événements et informer le public. En moyenne, c'est une mort par semaine. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers sont restés impunis. Alors, dans son message, le secrétaire général des Nations Unies établit un lien entre la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes
l'accès public à l'information et la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces. Le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, a débuté les opérations d'éloignement des réfugiés sud-soudanais des frontières vers Biringi et Doruma dans la province de Haut-Ouélé. 40 000 réfugiés sud-soudanais sont visés par cette opération. À la Commission électorale nationale indépendante, c'est avec beaucoup de regrets que l'on a appris la nouvelle du journal Le Soir. Dans son édition du samedi 29 octobre, le journal belge dénonce les liens établis abusivement entre les comptes CENI à la BGFIBank et la non-tenue des élections. Pour Corneille Nangaa, c'est de l'intox. Je ne dirais pas que ça attache la crédibilité de la CENI. Dès lors que la CENI a la conscience tranquille, on dit des choses dans ce pays, il y a beaucoup de révélations. Ce n'est pas la première et vous allez encore entendre davantage. La question c'est de vérifier ce qu'on dit. Si il s'avérait que non, ce qui a été dit est vrai, dans le sens qu'ils ont interprété, là ça devait attacher la crédibilité de la CENI. Mais dès lors que nous sommes à l'aise en disant ce n'est pas vrai, la crédibilité de la CENI est intacte. Entre-temps, je vous ai dit, l'ennemi du processus, c'est justement la discrétion, le discrédit. L'objectif, c'est justement pour dire que jette un discrédit au processus électoral, pas à la CENI, au processus électoral. Et c'est dangereux lorsque c'est attaché de mensonges et ce n'est que de la désinformation. La CENI entend évaluer sa collaboration avec la banque, mais aussi exiger des explications quant à la divulgation des documents officiels. Donc il n'est pas encore dans la plénière n'a pas dit que non, il faille retirer tous les fonds de la BGFIBank. Il faut vérifier les faits. Et comme nous l'avons dit, nous-mêmes nous sommes victimes et la banque doit nous donner des explications pour dire comment son agent s'est-il permis de sortir, de mettre à la place publique des documents et des dossiers qui sont censés être confidentiels. La CENI, rassure son président, tient à la crédibilité du processus électoral. Affaire BGFIBank, Ferdinand Cambéré, est-ce que ce n'est pas un discrédit finalement que le journal du soir a jeté sur le processus électoral, disons la commission électorale nationale indépendante, le bureau Nangaa, alors qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections et ces révélations, ça ne fait pas sérieux. Est-ce que tu as vu comment les titres étaient ronflants par rapport au contenu et au montant annoncé, en disant que c'est la famille, les proches de Joseph Kabila, alors que ce sont des lignes de crédit des institutions. Ce n'est pas sérieux non plus avec les médias occidentaux pour simplement comme ça salir l'image des autorités parce qu'on n'en veut pas, parce qu'on veut soulever la population. Nous sommes quand même à un moment difficile et délicat de l'évaluation de notre démocratie. Je me demande si les chefs de l'État n'avaient pas convoqué ce dialogue ici qui a sauvé ce pays de cette crise. Qu'est-ce qui allait advenir? Il y a des gens qui ne viennent, qui s'appellent nos partenaires, mais qui ne sont là qu'à financer les tensions sociales au sein de la population, pour financer que des contestations, au lieu d'amener la population à accompagner le gouvernement, à réorganiser toutes les forces vives pour participer à la création des richesses, pour participer à la création de l'économie. C'est de cela que nous allons augmenter notre budget et nous allons résoudre énormément de problèmes. Le 19 décembre prochain, c'est la date de l'expiration du second et dernier mandat de Joseph Kabila. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme avait annoncé le déploiement des équipes de monitoring pour préserver la paix, annonce faite par la coordonnatrice de l'unité rapport et enquête sociale spéciale de cette structure de l'ONU à Kinshasa. Et cette affaire BGFIBank impliquant la CENI, les députés Henri Thomas Lokondo exigeaient des explications du président de la Commission électorale nationale indépendante sur ces allégations de tripatouillage du compte de la centrale électorale à la BGFIBank.
Une mention d'information pour demander que le bureau, le président de la CENI puisse venir nous expliquer la situation que nous apprenons à gauche à droite, à travers la presse internationale, nationale, sur les mouvements de camp. La CENI qui sont logés à la banque BGFI, là, parce qu'il n'est pas normal. La CENI est sous notre tutelle. S'il y a des problèmes comme ça, au lieu qu'elle puisse répondre à travers la presse, elle peut même de son propre sur sa propre demande venir nous expliquer la situation. J'ai pensé qu'il fallait quand même, pour éviter qu'il y ait trop de reportages, qui puissent venir nous fixer définitivement sur ce qui se passe exactement. Et en ce moment, le peuple sera bien informé. Le peuple congolais, évidemment, parce que vous savez, quand vous apprenez la RFI arrose partout. Ben, nous aussi, nous devons être informés. Vendredi, malgré l'interdiction de toute manifestation à caractère public, politique à Kinshasa, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement confirmait la tenue de son meeting sur le boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs. C'est ce que nous disait le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound à Kabound. Et de l'autre côté, le ministre de la Défense s'était retrouvé devant les sénateurs. Reportage. Aucune manifestation n'est autorisée à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. La décision émane de l'hôtel de ville. Mais le rassemblement entend braver cet interdit. Selon le secrétaire général de l'UDPS, interdit ou pas, le meeting aura bel et bien lieu, même à n'importe quel prix. Avons-nous le droit de tenir ces meetings, oui ou non? Et si nous avons ce droit, pourquoi le pouvoir veut nous refuser? C'est donc, nous disons haut et fort, que nous tiendrons ces meetings à n'importe quel prix. Le rassemblement et l'UDPS s'est battu dans ces pays pour l'état de droit, et demain nous continuerons à nous battre, parce que là il n'est pas question d'attendre la bonne volonté ou une bonne humeur d'un individu. Ici il est question de défendre nos droits. L'appel à la levée de l'interdiction de manifestation des experts de droits de l'homme de l'ONU conforte le rassemblement dans sa position. Naturellement, tout naturellement, cela ne devrait que nous réconforter. Mais nous ne nous limitons pas là. Nous n'allons pas nous limiter à attendre des condamnations venant du monde extérieur. Mais nous-mêmes, cette fois-ci, nous voulons nous assumer. Parce que plus rien ne sera comme avant. Je l'avais bien rappelé dans mon discours lors des obsèques de nos 6 combattants. Et ce qui est vrai que nous voulons nous assumer. Demain, nous serons sur le lieu, à l'heure indiquée. Et nous appelons tous nos combattants d'y être, car nous-mêmes, nous y serons. Je vais rappeler et au gouverneur et à la police que enfreindre à ces libertés, c'est une violation flagrante de notre Constitution. J'estime que la police qui s'est saisie d'office pour menacer les organisateurs d'une manifestation pacifique ne comprend pas son vrai rôle. Jean-Marc Kabound à Kabound affirme qu'il n'y a que la résistance qui peut payer à ce stade. Selon lui, les manifestations sont garanties par la Constitution. La mesure du gouvernement provincial interdisant les manifestations politiques vise à éviter les événements malheureux des 19 et 20 septembre dernier. Je crois que c'est la priorité pour le moment. Ce qui a fait l'objet même de la question orale, ou des 2 questions orales que j'ai reçues. Je crois avoir rencontré la plupart des préoccupations des sénateurs. Les débats étaient publics. J'ai fort apprécié la clairvoyance, les soucis que les honorables sénateurs ont pour notre armée, que nous devons nous battre ensemble pour reconstruire et la rendre professionnelle pour répondre à toutes les provocations que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire les moyens à mettre à la disposition
de l'armée est proportionnel avec le budget global du gouvernement. Nous sommes à une période de basse conjoncture. Nous n'allons pas rêver, par exemple, demander de mettre 2 milliards, 4 milliards à l'armée. Au moins, le budget national n'a que 5 milliards. Donc, nous allons jouer dans la règle de proportionnalité. Je reconnais les sacrifices qu'ils sont en train d'endurer. Les moments sont difficiles. Ils doivent tenir bon. Le ministre de la Défense, le gouvernement, comme les institutions délibérantes, c'est-à-dire le Parlement, tout le monde est derrière le militaire. Je pense que c'est l'institution fondamentale qui garantit l'intégrité du territoire national. Et hier samedi, le meeting du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement n'a pas eu lieu. Des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser les militants qui se sont rassemblés près de la résidence du président de la plateforme issue du conclave de Jimval. Le gouvernement provincial avait interdit toute manifestation à caractère public jusqu'à nouvel ordre, malgré l'appel des Nations Unies à respecter la liberté des manifestations garanties par la Constitution. La police y était déployée en nombre et sur les lieux des matchs de football ont été organisés et il était interdit de s'arrêter pour filmer ou tourner. Je vous propose de suivre ces quelques images tournées par nos reporters. On se croirait être passé par ici un jour férié. Devant la résidence d'Étienne Tshisekedi, pas un grand nombre des militants. La police installée aux alentours a empêché tout attroupement. Pas un seul leader des partis du rassemblement visible chez le président du comité de sages. Pour les jeunes de l'UDPS, c'est de la dictature. C'est une façon qui démontre qu'au pays jusqu'aujourd'hui, nous continuons notre combat de l'état des droits et de la liberté d'expression garantie dans notre constitution. M. Kabila avec sa bande vient de démontrer aujourd'hui qu'ils sont en train d'instaurer une dictature dans ce pays qu'on ne laissera pas passer. Mais au moins le meeting ne se tiendra plus. Les meetings, je ne vous dis pas que le meeting ne se tiendra plus. Chaque action politique vise quand même certains objectifs. Aujourd'hui, notre objectif, c'était de faire passer le message du président, parler au peuple congolais. Le peuple congolais est habitué dans cette résistance. L'UDPS, le parti où je suis membre, représente le symbole de la résistance. Nous avons la conscience du défi et nous allons continuer notre combat. Pas de meeting sur le boulevard Triomphal où un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis la nuit. Pour le secrétaire général de l'UDPS, il ne s'agit pas d'un échec du meeting. Nous avons été, déjà, c'est depuis hier que nous étions informés que les lieux du meeting devaient être quadrillés. La résidence du président Tshisekedi devait être aussi quadrillée pour empêcher sa sortie et empêcher nos militants à venir nombreux au lieu prévu pour le meeting. C'est très malheureux parce que présentement, moi je vous parle, ils procèdent à des arrestations, disperser tout petit groupe aux alentours de la place triomphale. C'est très malheureux. Jean-Marc Kabound Akabound salue l'implication de la MONUSCO. Bien sûr, la MONUSCO a fait son travail, mais on aurait aimé que la MONUSCO, qui est le représentant des Nations Unies, mette la pression sur le régime afin que les droits et libertés des Congolais soient respectés. En fin de compte, le meeting annoncé n'a plus eu lieu. Au Congrès national congolais, le samedi a toujours été consacré aux activités du parti. En attendant la réfection complète du siège incendié, certains se réunissent à côté du bâtiment. Non, généralement, nous, le samedi, c'est la journée du parti. Vous savez, toute la semaine, de lundi à vendredi, chacun fait son boulot. Le samedi, comme c'est un jour chômé, alors tout le monde se retrouve au niveau du parti. Tous les camarades du parti viennent au parti pour s'entretenir, pour s'échanger par rapport à la vie du parti, par rapport à la santé du parti dans tout le secteur. Alors c'est pourquoi vous avez vu l'engouement d'aujourd'hui samedi et tout le monde est là, l'ambiance est totale. On est là en train de s'échanger entre nous les camarades. Une bande organisée des motards en a profité pour extorquer ce samedi et voler. Le secrétaire national du CNC en charge de la mobilisation en a fait le frais. Nous, vous savez, nous sommes à la démocratie
chacun est libre de choisir le camp où il veut. Alors, devant notre parti là, il y a les combattants de l'UDPS qui m'ont agressé. Vous avez vu là, ils m'ont arraché les t-shirts et puis ils ont pris fuite. On les a poursuivis là-bas, ils sont entrés à la 8e rue, au tunnel de la 8e rue. Nous sommes en train de regretter, la démocratie n'est pas synonyme de la violence. La démocratie n'est pas synonyme des bagarres. Chacun est libre. Mais on ne comprend pas, la journée est normale. S'ils ont échoué dans leur meeting, pourquoi aller agresser les gens? C'est vraiment regrettable ce que nous pensons. Bon, ils m'ont ravi la chaînette. Ils m'ont ravi la chaînette Sylvie, ils sont partis avec. C'est tout ça qu'ils ont dit. Vous avez porté plainte? Oui, j'ai déposé plainte à la police. Je venais de déposer ma plainte pour que l'État puisse me remettre dans les ordres. Dans le reste de la capitale, on a noté un calme. Boutiques et magasins ont ouvert, les écoles aussi, même si certains parents ont gardé leurs enfants à la maison. Ce journal est pratiquement terminé. 2-3 petites questions avant de boucler complètement. Ferdinand Kambere, on a reproché au maréchal Mobutu d'être un dictateur. Alors ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement ce qui s'est passé hier, relève également de la dictature. Parce qu'on est dans un régime d'information et non d'autorisation. Ça veut dire on autorise. Et pour le rassemblement, le gouverneur n'a pas le droit d'interdire à l'opposition ou à toute formation politique de tenir un meeting public. Bon, ça dépend de la lecture qu'on veut se donner. Moi, je crois qu'il y a un problème de déficit culturel en démocratie. Je ne sais pas si, lorsqu'il y a eu première manifestation, vous retrouvez des hommes armés dedans, des hommes armés d'armes blanches, d'autres qui utilisent toutes sortes de choses pour faire des vandalismes, pour vandaliser les biens des citoyens. Si 3-4 fois des cas comme ça se présentent, il faut toujours appeler cela marche pacifique. Et que ceci, des annonces et des menaces ont déjà été données et des dates précisées. Je crois que l'État, le gouvernement, qui a la responsabilité de la protection des citoyens et de leurs biens, doit pouvoir prendre toute la mesure pour, même si ce n'est pas le régime d'autorisation, mais pour laisser ceci se passer. Et non laisser les gens mourir pour enterrer après. Et ça va de soi. Je crois que ça va de soi. Et que, moralement aussi, toutes ces actions qui sont en train d'être menées, alors que Senko dit qu'il est en négociation avec les rassemblements, c'est tout simplement une erreur contre la population. Comme je l'ai dit ici, la population attend que le gouvernement, qui sera chargé d'assumer toutes les tâches, toutes les actions, pour que cette fois-ci les élections soient organisées à bonne date, soit nommé. Et ça, c'est l'opposition qui est... Alors, vous faites justement bien de parler de ce gouvernement. Ce gouvernement vient quand, selon l'accord politique? On est déjà dans le glissement par rapport à l'accord politique? La violation de l'accord politique? Mais on aime tant les mots glissement. Ici, l'accord était ouvert pour que, comme vous l'aviez dit, l'inclusivité, bien que pour nous, c'est du fond de la matière, l'inclusivité, que cela soit constaté par tout le monde et que tout le monde vienne signer. Mais que ceux-là qui disent qu'ils sont pressés que les élections soient organisées, aujourd'hui, c'est eux qui sont chargés de former le gouvernement. Donc c'est eux qui vont conduire le gouvernement futur, qui sera chargé de toutes ces tâches. Mais pourquoi ils tergiversent avec des marches sans objectif, et ainsi de suite, au lieu de signer et de rassembler cette fois-ci toute l'opposition pour dire quel est le plan que nous allons, quel est le programme qui doit rencontrer tout ce qui a été décidé pour que cette fois-ci, nous ne crions plus on manque d'argent à ceci ou à cela. C'est de cela que de perdre le temps, de chercher d'autres dialogues. Et vous pensez que ce Premier ministre ou ce gouvernement qui sera formé va relever le défi, notamment organiser les élections avec quels moyens, puisque le budget va de régression en régression? Quel sera ce type de Premier ministre qui aura finalement ce bâton magique pour organiser les élections? Ce sera, à mon sens, un Premier ministre ici de l'opposition, parce que l'accord l'a dit. Mais c'est lui qui s'est rassemblé l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition serait en train de mettre en place un programme qui doit couvrir toutes les actions attendues.
que de se perdre dans des marches, d'autres dialogues et des va-et-vient de 5 ans. C'est du perte de temps. C'est au sein maintenant du gouvernement qu'on devra chercher d'autres solutions. Parce que l'accord n'a été qu'un accord. Mais cette fois-ci, ce qui doit être fait, ça sera le gouvernement. Donc, l'opposition qui aura la responsabilité de conduire ce gouvernement, il devait déjà se mettre à ça pour élaborer ce programme à proposer à la population. Merci beaucoup Ferdinand Cambéré, maître Ferdinand, d'être passé sur nos antennes. Mesdames et messieurs, je sais que c'est un goût d'inachevé que nous laisse notre invité. Vous le retrouverez demain dans le cadre de l'émission Noticia. Il sera notre invité. L'émission passera à 21h10 sur les antennes de Numérica. Ce journal de dimanche a reçu des invités, Ferdinand Cambéré et Franck Kitenge, auteur mais également journaliste indépendant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce journal à 23h, demain 7h. Je vous retrouve demain dans le cadre de Noticia. Bonsoir et très bonne suite de programme sur Numérica TV.